Alexandrine Sivard-Racinet, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bravo pour ce prix jeunesse Phileas Fogg qui vous a été remis ici pour l'album Les Robinsons de l'île de Tromelin, l'histoire vraie de Timavo, chez Belin Jeunesse. Alors Alexandrine, vous êtes donc une auteure mais aussi journaliste et vulgarisatrice de contenu scientifique. Vous définissez volontiers comme un passeur de savoir. Qu'est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette définition ? C'est ça, passeur de savoir, passeur d'histoire, plus exactement même passeur d'histoire et semeur de savoir, semeur de graines de savoir, à l'attention des enfants. Si ce n'est que cet ouvrage, lui, n'est pas un documentaire. Ce genre m'a souvent occupé, et c'est vrai que je viens de là, je viens du journalisme, je viens du documentaire. Cet ouvrage, en revanche, est un ouvrage de fiction, documenté quand même, on ne se refait pas. Mais c'est un ouvrage de fiction, voilà. Et donc là, je sors de ma zone de confort. Et justement, vous vous servez de l'écriture pour vulgariser, passer le savoir. Comment vous procédez sur le thème que vous souhaitez aborder ? Comment vous arrivez comment vous choisissez vos thèmes de prédilection pour raconter et passer le savoir ? Bon, alors là, c'est une vaste question. Alors, je vais simplement me limiter à l'histoire vraie de Timavo, puisqu'elle a des sources historiques et des sources archéologiques. Donc, il y a une dimension scientifique à cette histoire, en tout cas des éléments scientifiques qui nous permettent d'étayer l'histoire, mais qui ne donnent pas toutes les réponses aux questions. Et donc, c'est là souvent que l'écrivain ou l'auteur s'engouffre dans ces brèches laissées béantes par la science et par les scientifiques. Donc comment je procède ? Finalement de manière assez commune. Désolée de vous décevoir, je ne vais pas vous révéler là de scoop ou de techniques particulières. Du travail, de la documentation. Comme je viens du journalisme, quand même une appétence pour un rapport direct avec les acteurs de terrain. Donc pour l'histoire vraie de Timavo, j'ai pris attache avec Max Guéroux, qui est l'homme par qui cette histoire incroyable est arrivée à nos oreilles. Donc l'homme qui a fouillé sur Tromelin, qui a été le chef de mission sur cette île de l'océan Indien, cette île française, et qui à 4 reprises, 2006, 2010, 2012 et 2013, non 2006, 2008, 2010 et 2013, je vais y arriver, a fouillé sur Tromelin et exhumé cette histoire dont je me suis inspirée pour écrire Les Robinsons de l'île Tromelin. Donc des interviews de Max Guéroux et des membres de son équipe, beaucoup de travail de documentation, beaucoup de travail de recherche. Finalement, c'est un travail journalistique assez classique ou de travail de documentariste assez classique au départ. Et puis ensuite avec une approche d'auteur et une sensibilité qui m'est propre en l'occurrence. Mais au départ, une trame assez classique. Alors, mercredi dernier, une éditrice, Françoise Nyssen, a été nommée ministre de la Culture. Alors, en tant qu'auteur, quel est votre avis sur cette nomination ? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou... On évoquait à l'instant le président Macron, pour d'autres raisons. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, puisque les précédents gouvernements ne nous avaient pas tout à fait habitués à cela. J'ai souvenir d'une ancienne ministre de la Culture que je ne nommerai pas, qui se félicitait de ne pas avoir le temps de lire. Celle-ci non seulement lit, mais même édite des ouvrages, et des ouvrages de très très belle facture. Actes Sud, c'est une très belle maison. Donc ça a été une divine surprise que cette nomination, effectivement, de Madame Nyssen. J'espère qu'effectivement, la culture va être davantage à l'honneur dans ce gouvernement, et surtout qu'à travers ce ministère et la personne qui l'incarne, les préoccupations des auteurs vont être entendues, vont être portées et peut-être solutionnées. Rêvons un peu. Il faut rêver. Alors, petit exercice pratique, on entend beaucoup ceux qui, en ce moment, remettent en cause le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée des eaux, etc. Pourriez-vous leur expliquer pourquoi ils se trompent et pourquoi les océans sont si importants pour l'homme ? Oui, c'est vrai, chemin de mer. Et puis, pour ma part, effectivement, avant de commettre Les Robinsons de l'île Tromelin, j'ai... commis d'autres ouvrages, notamment pour le grand public, Le Grand Requin Blanc chez Glénat, Rencontre sous-marine, toujours chez Glénat, et puis des ouvrages documentaires pour la jeunesse, Requin, un monde fascinant, chez Belin Jeunesse déjà. Belin Jeunesse qui est l'auteur également, l'auteur c'est moi. Belin Jeunesse qui est l'éditeur des Robinsons de l'île Tromelin. Donc, que dire aux sceptiques ? Qu'il se trompe, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, et en effet, et puis qui est-on pour dire cela ?
Je suis pas sûre d'être très crédible ou le plus crédible ou la plus pertinente possible pour expliquer aux sceptiques effectivement pourquoi ils font fausse route. Mais ce qui est sûr, c'est que et là, c'est la journaliste qui parle, le fait de côtoyer des scientifiques, les nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec des scientifiques, avec des naturalistes également, des gens comme Gilles Boeuf du Muséum d'histoire naturelle de Paris, nous incitent à les croire, à croire en leur raisonnement, à croire en leurs conclusions. Quand même, il me semble qu'aujourd'hui, notamment grâce aux travaux du GIEC, il y a peu de doutes subsistent, sauf pour ceux qui sont vraiment enclins, effectivement, à toujours tout remettre en question et à tout discuter. Pour ce qui me concerne, moi, alors, je suis partagée. Je voudrais évidemment ne pas croire à ces conclusions, qui sont toutes assez pessimistes, mais malheureusement, il y a tout lieu de croire, en tout cas, de croire en ceux qui livrent ces conclusions, qui tous sont crédibles, qui tous sont pertinents, qui tous sont compétents. Donc pourquoi vouloir les remettre en cause ? Et puis ce changement climatique, on le voit à l'œuvre. Je ne vais pas vous parler de Tromelin, qui pourtant est un carrefour cyclonique, mais là on est dans des choses assez connues et qui ne comportent pas d'anomalies climatiques. Mais je voudrais vous parler des 40e rugissants et des 50e hurlants où j'étais l'année dernière. Il se trouve que j'ai participé à une rotation du Marion Dufresne, qui est le navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises. Ce navire de 120 mètres, qui est aussi un navire océanographique et qui se rend tous les ans à la même époque dans les îles Kerguelen, les îles Crozet, les îles Saint-Paul et Amsterdam, qui sont des sentinelles climatiques et qui sont les dernières terres émergées avant l'Antarctique. Ce sont des terres qu'on trouve à 2000 km au nord de l'Antarctique. Eh bien, même ces terres qui sont les plus éloignées au sud de notre continent, ces terres qui sont aussi des terres de science, foulées par des scientifiques depuis les années 60, eh bien, elles enregistrent des changements climatiques majeurs. Les températures ont augmenté sur ces îles qui sont pourtant des îles froides, soumises à un climat subantarctique froid, pluvieux, venteux. Donc les températures ont augmenté. La calotte glaciaire des îles Kerguelen, puisqu'il y a une calotte glaciaire sur cet archipel qui appartient à la France, la calotte glaciaire a fondu, a régressé de 100 mètres, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc les scientifiques qui arpentent cette calotte le savent, eux qui mettent maintenant beaucoup plus de temps pour se rendre sur leur lieu d'observation qu'ils n'en mettaient au début des années 60 ou des années 70. Donc ça, c'est des choses tangibles, des choses qu'à notre échelle humaine, on peut expérimenter, qu'on peut toucher du doigt. Et pour avoir été donc sur ces terres extrêmes, sur ces îles australes, je peux en témoigner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à mon niveau. Et effectivement, la difficulté de votre question et la difficulté de cette problématique, c'est que on se projette à des échelles qui vont au-delà de notre petite échelle humaine et que ce sont des choses qu'on ne peut pas véritablement toujours toucher du doigt. Mais quand même, il y a d'ores et déjà des phénomènes qu'on peut expérimenter, que l'on voit à l'œuvre, et ça devrait déjà être suffisant pour nous inquiéter. Donc non au scepticisme et au climato-scepticisme. Ça suffit. Le journalisme, la science, voilà deux sujets de prédilection. Vous êtes donc de nature plutôt curieuse. Est-ce que pour vous, la littérature alimente cette curiosité ? Ah oui, bien sûr. Et puis la littérature et les sciences ont des choses à se dire. Les sciences peuvent alimenter la littérature. Donc ça a été le cas, c'est ce qui est à l'œuvre dans la production des Robinson de l'île Tromelin. Et puis parfois la littérature aussi offre des espaces aux scientifiques. Certains scientifiques commettent aussi des œuvres littéraires ou des ouvrages. Donc ces deux champs ne sont pas complètement hermétiques. Ils se parlent, ils dialoguent, et c'est tout à fait heureux, et tout à fait fécond. Et puis ça permet, on me demande souvent pourquoi j'ai fait œuvre de fiction à travers les Robinson de l'île Tromelin. Les Robinson de l'île Tromelin donc, racontent une histoire qui est une histoire vraie, qui est une histoire vécue, qui est une histoire qui a eu lieu au XVIIIe siècle sur l'île qu'on appelle aujourd'hui l'île Tromelin, au cœur de l'océan Indien. Et c'est une histoire donc, qui est ancrée et dont les scientifiques nous ont apporté donc la plupart des éléments.
Eh bien, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Vous étiez en train de me dire pourquoi vous avez romancé... Oui. On me demande pourquoi. On me demande souvent pourquoi j'ai fait œuvre de fiction alors que je viens du documentaire et du journalisme. Et effectivement, l'idée première était bien de produire un documentaire de jeunesse. Et puis, chemin faisant et lecture aidant, j'en suis venue à la fiction. Et une des lectures qui m'a le plus convaincue de faire œuvre de fiction, c'est la lecture d'une œuvre ancienne de Jorge Semprin, qui est un rescapé des camps de concentration, donc grand écrivain, auteur notamment de L'écriture ou la vie. Et dans L'écriture ou la vie, Jorge Semprin s'interroge sur la meilleure manière de parler de son expérience et de parler des camps de concentration. Et il a cette phrase qui m'a extrêmement émue et même perturbée. Il dit « Sans la fiction, le souvenir périt ». Et c'est la raison pour laquelle il choisit de faire œuvre de fiction, pour parler de ce qu'il a vécu, pour parler de son expérience des camps de concentration. Et je me suis dit que c'était là un bon moyen de parler de l'esclavage et de passer ce message aux générations futures, de rendre sensible cette problématique qui est finalement assez académique. Aujourd'hui, on en parle, les enfants au CM2 ou en 4e ont l'esclavage au programme, mais finalement, ça ne les touche pas. La fiction est un moyen de véhiculer de manière sensible cette histoire, ces histoires, de les rendre attachantes et d'inciter les plus jeunes finalement à s'interroger et puis à se pencher sur ces histoires terribles, mais qui ont aussi pour certaines une dimension positive. C'est le cas de mes Robinson de Lim Tromelin. En tout cas, voilà, sans la fiction, le souvenir périt. Moi, je n'ai pas voulu que le souvenir des esclaves oubliés de Tromelin périsse, et c'est pourquoi j'ai choisi ce chemin de fiction qui est donc aussi un chemin de mer, puisque c'est un chemin qui m'a amené sur l'île Tromelin, au cœur de l'océan Indien. Alors Alexandrine, avant de passer à la fin de cette interview, je vais vous poser quelques questions, notamment via le questionnaire de Proust. Si ça vous dit, on y va. Vous pouvez me dire quelle est votre occupation préférée ? Marcher. La marche sportive ou marcher marcher le nez au vent, tout sens en éveil, et où que ce soit, et quelle que soit... Dans la nature, dans la ville. Oui, plutôt dans la nature. D'accord. Pas dans la ville, non. D'accord. Plutôt dans la nature. Le pays où vous aimeriez vivre ? Les Seychelles. Ok, pourquoi ? Dans l'océan Indien. Parce que c'est une espèce d'Éden. Alors bon, c'est extrêmement fantasmé. Hein. J'admets ici qu'il y a une part de fantasme. C'est quand même un archipel dans lequel je me suis rendue à au moins 5 reprises, que j'aime beaucoup, que j'ai arpenté, et où vraiment j'aimerais vivre. Parce que je trouve que c'est un des endroits au monde où l'homme et la nature cohabitent de la manière la plus paisible qui soit, ou d'une des manières les plus paisibles qui soit. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde, effectivement, où on peut expérimenter ce type de cohabitation et ce type de choses. Donc voilà. Très bien, merci. Vos peintres préférés, ou votre peintre préféré ? Non pas un peintre particulier, mais un mouvement. Ce serait plutôt donc l'impressionnisme. Donc, je vais citer Manet parmi les impressionnistes, mais il y en aurait bien d'autres. En tout cas, ce mouvement et cette technique à laquelle j'ai pensé quand j'étais justement dans les Australes l'année dernière, et à Crozet notamment, donc sur l'île Crozet, où tout d'un coup, au hasard d'une marche, encore une fois, et arrivé en haut d'un plateau, j'ai découvert une manchotière, donc une colonie de manchots et de manchots royaux en l'occurrence, qui était nichée au creux d'une baie, donc en contrebas, dans un environnement de toute beauté, et c'était vraiment un tableau vraiment impressionniste qui se dévoilait sous mes yeux, sous nos yeux. Mon mari m'accompagnait, et puis un guide naturaliste était à nos côtés. Et voilà, il y avait là des milliers d'individus qui composaient ce tableau, et ça m'a vraiment fait penser à un tableau de Monet. Donc voilà, l'impressionnisme. Merci. Alors, je vais vous poser une petite série de questions. Je pose à tous nos invités qui passent ici. Allez-y. Si vous ne deviez retenir qu'un seul voyage, ce serait lequel ?
Ah, c'est compliqué. Bah, peut-être le dernier, donc le voyage dans les îles australes, qui sera le thème de mon prochain ouvrage, pour le grand public cette fois. Quel livre vous amèneriez en week-end ? Compliqué là aussi. Un seul ? Oui, un seul. Enfin, peut-être celui que vous avez amené. Non, un ouvrage de Joseph Kessel, écrivain voyageur, Le Lion ou Fortune de mer, Fortune carrée, en l'occurrence, mais qui parle de fortune de mer. On reste dans le thème. Oui. Ah oui, non, c'est quand même... là, en ce moment, je suis à fond dans les récits d'écrivains voyageurs et les récits d'aventure et les récits de voyage. Très bien. Et ensuite, quelle est la chanson qui vous fait instantanément voyager ? Oula, là, maintenant, tout de suite, qui me fait voyager je sais pas, une chanson d'Antoine, mais c'est tellement la tarte à la crève. Non, en plus, ça fait vieux. Je sais pas, non, la Joker. Ok, ça marche. Merci beaucoup Alexandrine et encore bravo donc pour le prix Phileas Fogg du salon de la Grande Évasion. Qui vous a été remis aujourd'hui. Juste avant de vous laisser profiter de ce salon, je vais encore une fois vous remercier et vous souhaiter une bonne après-midi ici tout près de la médiathèque Jacques Ellul pour le salon La Grande Évasion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.